Bonjour à tous et à tous. Donc nous sommes ici chez Jourdain, constructeur français, entreprise familiale, numéro 1 mondial de la tubulure d'élevage. Et je vous emmène, on va être reçu par Monsieur Gravran qui va nous emmener en visite de l'usine. Ludovic Loiseau, ça fait 26 ans que je suis chez Jourdain. Je suis passé par différents postes, essentiellement commercial d'ailleurs, passant par la France, un petit peu d'export. Aujourd'hui, je m'occupe de la partie sud de la France pour épauler notre équipe de technico-commerciaux et ainsi qu'un petit peu de renfort à l'export. Voilà. Sud-France, pour nous, c'est Sud-Loire. Sud-Loire. Ouais. Thierry Gravran, responsable export pour toute la société Jourdain. Je suis arrivé il y a 2 ans, je suis un peu le petit nouveau, mais bon. L'export, c'est un service qu'on restructure aussi. On veut accentuer notre effort sur ces zones pour notre développement futur. On a une petite vidéo de synthétisation sur l'historique parce qu'on est sur une entreprise qui a un vécu assez important. Donc on a une petite condensée de cet historique. Je vous invite, on va le regarder tous ensemble. Après, on va passer en salle. Vous pourrez échanger avec Dominique Didier. Et puis après, avec Thierry, nous, on vous a prévu des échanges aussi sur nos clients, sur tous les échanges qu'on a France Export et aussi un petit peu sur les produits. L'implantation de Jourdain dans le petit village d'Écrennes remonte à 1897, quand nos arrière-grands-parents installèrent une forge et recevaient les voyageurs dans un bar situé en face de la gare. Le bar s'appelait « Au rendez-vous des bons enfants ». Nos grands-parents paternels s'installèrent dans les années 1930. Il fut construit une nouvelle habitation pour accueillir l'activité bar. Ils y développèrent également les activités de vente et de réparation de vélos et motos, puis de couverture et plomberie. Cette maison deviendra la maison de nos parents, où nous avons grandi et autour de laquelle nous avons continué de construire l'histoire Jourdain. C'est au niveau du poste de garde que vous êtes entré sur le site. L'accueil se fait au niveau du pôle administratif et commercial. À côté, les bureaux techniques hébergent le département recherche et développement et l'atelier de prototypes. Vous êtes actuellement installé dans la salle de formation qui jouxte le showroom, point de départ de votre visite. Ce bâtiment de 2000 m² a été construit en 2018. Nous rentrerons sur Jourdain 1 par le hall 8, qui est un atelier de production automatisé réduisant les manutentions. Le tube y passe de la coupe à la soudure ou au cintrage, notamment pour les arrières d'herbage, les avants de panneaux, les avants autolock, les logettes ou les bras mobiles safety. Nous passerons par le hall 0 et le hall 1 dédiés au débit du tube. C'est là que nos équipes se chargent de couper, gruger et faire l'accostage des tubes. Puis par le hall 2, consacré au débit plat, au débit tôle et au débit des tubes de gros diamètre, c'est-à-dire de 60 à 102 mm. Nous quitterons ce hall par les ateliers de soudure robotisés pour les pièces de petite et moyenne taille. Les plus grandes pièces seront soudées au hall 3, comme les cornadis. Nous prendrons la direction du hall 4, consacré à la soudure des cornadis safety. Puis, nous découvrirons les ateliers de découpage laser de tôle, de colisage des râteliers et d'assemblage du cornadis export dans les halls 5 et 6. La zone de picking est consacrée à la préparation des petites pièces et boulonneries. Le quai de chargement est utilisé pour les containers dédiés à l'export ou à l'expédition des lots groupés de barrières d'herbage et râteliers. Nous sortirons de cette zone Jourdain 1 pour rejoindre Zinc Val-de-Loire, notre partenaire galvanisation. Tous nos produits passent par l'une de leurs 4 lignes de galvanisation. Avant d'être acheminés vers notre bâtiment logistique et chargement sur la zone Jourdain 2, d'où ils prennent la route vers nos revendeurs stockistes. En 2020, nous avons construit J3 Prod, entreprise de production destinée à la soudure des arrières de barrières 4 et 5 tubes,
ainsi que le poteau trèfle 102 mm nu, à sceller et sur platine, à côté duquel restera une réserve de terrain qui nous permettra d'encore étendre le site. Nous restons à votre service pour vous présenter notre logiciel d'aide au chiffrage Farm 3D. Nous vous souhaitons une agréable visite sur le site Jourdain. Vous avez vu la présentation de l'entreprise. Après, on va échanger un petit peu. Puis après, avec mon frère, on repartira. On vous laissera avec M. Gravant et M. Loiseau. Dans la présentation de l'entreprise, nous on insiste beaucoup auprès de nos revendeurs sur la fabrication française. C'est-à-dire que nos produits, on le note qu'on fait 95% de la production en interne au sein de l'entreprise. C'est-à-dire que, alors on achète notre acier en France, principalement au groupe Arcelor dans l'est de la France, qui est du côté de Lexy dans le 54, hein, on va dire Nancy pour simplifier, mais toute la partie est, avec différentes usines. Aussi dans le sud de la France, vers Senas, à côté d'Aix. Après, ça ne veut pas dire que les bobines en elles-mêmes d'acier ne voyagent pas en partie à travers le monde, mais on est principalement la fabrication du tube, qui est donc en partant d'une feuille plate et qui est roulée, soudée, est faite en France. Donc ça veut dire qu'en approvisionnement, on est en France. En composants, en pièces, en emboutissage que l'on ne ferait pas en interne, ça nous arrive, on est sur le secteur d'Orléans. Et tout ce qui est plasturgie, entre guillemets, on est sur le secteur de Bourges. Donc on est très intégré en local et en industrie locale. Et puis le côté galvanisation avec le groupe Zinc, qui s'appelait avant Galva 45, qui a changé de main, donc étant local à côté de chez nous. La partie galvanisation, ça a été monté par notre papa en 1981 pour arrêter les allers-retours de camions pour galvaniser dans différentes galvas. Il y avait le nord de Paris, il y avait la Chapelle-Carreau dans le, je crois que c'est 56. Je cherche le monsieur de Bretagne. Mais... Chapelle-Carreau dans le 56. Et donc pour arrêter ces allers-retours de camions et être plus... on va dire, plus industriel et plus réactif, la Galva a été montée dans des bâtiments qui au départ nous appartenaient et pour lesquels on était actionnaire à 34% à partir de 1981, donc c'est la construction de la galvanisation. Ensuite, quand on a repris 100% de l'entreprise avec mon frère Didier, on est sorti de la galvanisation, c'est-à-dire qu'on a vendu nos parts puisqu'on avait assez à gérer le développement de Jourdain. On a laissé la galvanisation, qui est un peu plus le monde de la chimie. Ouais, c'est plus un partenaire maintenant que on a voulu laisser oui. leur domaine particulier. Nous on s'attache au domaine bovin, donc le matériel tubulaire bovin. Donc c'est notre cœur de métier. C'est l'utilisation du tube et le travail du tube en acier. Parce que la chimie, c'est totalement différent. Ouais, voilà un petit peu. La Galva, c'est plus, voilà, c'est plus le monde de la chimie. De toute façon, on ne peut pas se passer d'eux, ils ne peuvent pas se passer de nous. Vous pouvez me rappeler pourquoi la galvanisation est indispensable? La galvanisation, alors... Ouais, c'est pour la protection de l'acier. Donc c'est un revêtement qui se fait sur l'acier et ça évite la peinture qui est plus sensible aux effets de rouille. Donc la galvanisation rend plus facile l'utilisation de l'acier dans notre domaine. Disons que dans le processus de fabrication, dans le stockage et dans l'utilisation du produit, la galvanisation a l'avantage aussi de traiter l'intérieur du produit.
Donc tout le produit est ouvert et percé pour que l'air puisse s'en aller et que le zinc en fusion, qui est à 450-60 degrés, puisse passer à travers la pièce. Et donc on protège contre la rouille on va dire de l'air ambiant. Et on protège l'intérieur et l'extérieur. Donc on fabrique le produit en noir, on le soude et ensuite on le galvanise. Dans certains pays, ils soudent des tubes galvanisés, ils mettent un coup de bombe, donc c'est plus économique. Par contre, ça a une moins bonne durée dans le temps, ce qui ne veut pas dire que la galvanisation ne rouille pas. Au contact du fumier dans le sol, les poteaux entre autres, c'est plutôt une électrode. Il y a des courants électriques aussi dans les bâtiments d'élevage. C'est un système chimique. Là, il y a des gens qui vont se reconnaître, qui n'est pas facile à expliquer aux éleveurs quand on a de la corrosion qui parfois intervient très rapidement. On va dire, ça peut arriver 2 ans, 3 ans, des poteaux dans des bâtiments d'élevage coupés au bout de 4 ans, ça peut arriver. C'est-à-dire que ça non seulement détruit la couche de protection du zinc, mais en même temps consommer l'acier. C'est-à-dire que le poteau est coupé. Donc ça arrive. C'est pas facile d'expliquer le côté chimie. On a quelques études comme ça. Mais bon, quand un éleveur a investi, on va dire parfois 40, 50 000 euros, voire plus, et qu'au bout de 4 ans, il a des soucis, voilà, on a certaines alternatives, mais c'est pas facile à expliquer. Alors on a évolué un petit peu, mais là on rentre plus sur un produit, mais par rapport à la galvanisation, on a évolué un petit peu, on a des poteaux où on a des protections plastiques qui peuvent venir se thermoformer dessus, donc de manière à empêcher que l'élément corrosif, agressif vienne en contact direct de l'acier. Donc ça se fait au départ de l'installation. Ou alors on a un double fourreau qui va limiter la corrosion, c'est pour ça qu'on dit souvent limiteur de corrosion. Ou alors après, au-dessus de ça, on a un poteau qui lui a été galvanisé à chaud, a été, on va dire, préparé, déroché et peint avec une peinture époxy qui est cuite au four. Et donc là, forcément, il ne faut pas le rayer, l'écailler, le revêtement. Mais donc là, on a un poteau qui est protégé, mais par contre qui vaut beaucoup plus cher. C'est lié au pH ou c'est lié à quoi le pH, les courants électriques, le fumier, la litière qui est corrosive, ce qui est acide, l'ambiance du bâtiment, la ventilation du bâtiment aussi, dans certains bâtiments très, très enfermés, certains bâtiments laitiers où les animaux habitent au-dessus de la fosse. Au-dessus de la fosse, oui. Voilà, donc en fin de compte, ils sont au-dessus de la fosse puisqu'on est sur des caillebotis ouverts, donc il y a des émanations. Pas de ventilation, ça fait La ventilation, et, l'alimentation du bovin aussi. Quand on est plus en intensif en bâtiment laitier, l'ensilage, voilà, monsieur l'a cité. L'ensilage, on le voit très bien au niveau de l'auge. Il y a des gens qui essayent de mettre un revêtement particulier, de la céramique, etc. On voit que ça attaque le béton, l'ensilage. On le voit très bien quand on rentre un bâtiment. Si on va, alors dans différentes régions, mais si on va dans le centre de la France, ils font du fromage par exemple qui nourrissent qu'au foin. L'odeur dans le bâtiment quand on rentre, on n'a pas du tout la même perspective. Même quand on rentre chez nous après un déplacement, si on va dans un bâtiment où il y a l'ensilage, dans les affaires, ça se sent. Hein. Donc, l'élevage caprin est plus agressif parce que vous faites un peu du caprin, je crois. non, il n'est pas plus non, il agressif. serait même un peu moins Ah agressif oui. d'ailleurs. Je pensais que l'acide caprylique était extrêmement corrosif. Non, mais déjà les produits sont moins en contact avec les fumiers dans l'élevage caprin, dans la conception de l'aménagement. On a moins ce phénomène-là. Et puis après, dans le caprin comme dans l'ovin aussi, on a un curage qui est quand même beaucoup plus régulier, on a moins d'accumulation aussi de fumier. Et on est sur des fumiers plus secs aussi. D'accord. Les tubes ne sont pas bouchés, c'est la raison pour laquelle vous galvanisez l'intérieur aussi? Oui, parce que si vous mettez un tube fermé avec l'air dedans, d'abord il flotterait sous le bain de zinc, puisque la densité de l'acier par rapport au zinc fait que le tube est flotterait, il ne pourrait pas couler dedans. Donc il faut le forcer pour qu'il descende à l'intérieur. Si on le forçait fermé, dans le bain de zinc, il exploserait.
l'air à l'intérieur ferait que le tube exploserait, ça ferait un accident. C'est pour ça que les tubes sont, il faut qu'il y ait sont un écoulement. ouverts. Il ne faut surtout pas qu'il y ait d'air emprisonné dans un tube ou dans un poteau. Voilà. Dans la conception produit, toute conception produit, dans la réalisation, dans le cahier des charges, la galvanisation, elle rentre très rapidement dans la conception en fonction des cintres et des découpes qu'on va faire. C'est très important aussi, hein. Parce qu'on a aussi l'écoulement des cendres. Enfin, après, malheureusement, on aurait bien aimé vous faire visiter la galva. Aujourd'hui, ça ne va pas être possible. On aurait eu plus de détails. Mais oui, je crois bien, dans la conception produit, la galvanisation, pour nous, elle est primordiale. Donc, tout à l'heure, on vous vantait les mérites d'être très intégré en production, c'est-à-dire qu'on a très peu de pièces d'importation. Si on a quelques pièces d'importation, il y en a quelques-unes, mais ça représente très peu, hein. Donc on vous a dit que 95% étaient faits en interne. Si on a quelques pièces et quelques sous-ensembles, ce n'est pas des produits finis comme on peut le concevoir dans certaines principalement industries. Des pièces d'attache, ce qu'on pourra appeler des ferrures ou des pièces d'attache, simplement. Alors pourquoi on est resté nous en production interne? On n'est pas sans faire des bêtises en production. Tous les jours en produisant, on corrige nos produits et de manière à ce qu'ils soient optimum, on essaye de faire le maximum. Quand on achète un produit en importation, s'il y a une erreur, hein, en général le stock il est rentré et on essaie de l'écouler, hein, parce que c'est payé avant que ça arrive. C'est pour ça que nous on n'a jamais sonné aux sirènes de la mondialisation, on va appeler ça comme ça. Délocalisation. Bah oui, je ne sais pas comment le nommer, mais voilà. Et puis après, on ne veut pas non plus avec nos volumes, même si actuellement on est dans une période plus calme, on ne veut pas non plus que nos volumes servent à donner envie à d'autres sociétés à faire le même produit. C'est-à-dire que nos volumes sont pour nous. On ne veut pas créer notre propre concurrence à terme. Donc on est resté très intégré. Après, c'est vrai que actuellement, la période est plus calme. L'inflation que l'on connaît peut gêner à la vente nos produits pour nos clients, aussi bien en termes de produits laitiers que de produits à base de viande. Nous, on a connu l'explosion du prix de l'acier. Alors l'acier, pendant une période, était peut-être trop bas. Après, on a eu des augmentations extrêmement importantes depuis 2 ans et demi et très brutales qui nous ont fait monter des paliers. Donc, on a monté peut-être 3, 4 paliers. On est redescendu au prix de l'acier actuellement d'1 palier. Après, ça a monté indépendamment du contexte géopolitique ukrainien, on va dire, hein, russo-ukrainien. Ça a monté avant. Aujourd'hui, ce contexte-là, c'est plus l'énergie. Donc, on travaille qu'à la journée. Vous verrez cet après-midi. On a concentré, on est moins nombreux en personnel, on a concentré tout le monde sur la journée. Donc, on travaille de 8h du matin jusqu'à 16h30. Et passé 16h30, tout ce qui est électricité, compresseur, énergie, tout est coupé. Gaz de soudure, tout est coupé justement pour faire des économies. Vous allez jusqu'à l'installation des états? Non. Pas du tout. Non. Non, c'est vraiment très spécialisé l'installation. Donc ça, c'est les revendeurs qui installent le matériel en général. Certains revendeurs, pas tous. Ouais, c'est souvent et le les client éleveurs, qui... souvent les éleveurs. Relativement facile. Oui. Ouais. Une fois que le projet est bien préparé, bien bouclé par le revendeur et puis l'éleveur, hein, suivant son besoin, et puis notre équipe commerciale, bien sûr. Donc après, je dirais, c'est simple de suivre sur le plan l'implantation avec les entrepreneurs du bâtiment et de la maçonnerie du bâtiment. Et puis nos clients ont l'habitude. Ils sont doués. Et la thèse de décapitalisation du cheptel actuel impacte votre activité? Pas encore. On va en parler tout à l'heure. Forcément. Forcément, il y a moins de bovins, donc le nombre de fermes diminue, mais les fermes grossissent, mais au global, il y a moins de bovins. Donc forcément, en ayant moins de bovins, ça impacte. Après, contrario, ça pousse les éleveurs à investir dans la productivité et la sécurité. Ouais. Donc nos produits, pour gérer avec moins d'hommes, plus de bêtes. Mais
vous ne vous occupez pas du marché d'occasion du matériel? Non. D'accord. Non, ça c'est forcément le produit durant a une durée de vie assez longue, donc forcément ça fait une concurrence à la vente de produits neufs. Après, on suit le marché. C'est pour ça qu'on suit, voire même des fois on essaie de tirer avec des nouveaux produits. On est toujours dans l'innovation. On vous montrera certains produits qui sont nés récemment. On les connaît un petit peu quand même. Et avec ces nouveaux produits qu'ils peuvent intégrer dans leur bâtiment, ça fait que voilà, ils réinvestissent. Comme le disait Thierry, aujourd'hui ils essayent de se moderniser. Abondamment. Oui. Après l'impact, on verra. Aujourd'hui l'activité est plus calme. Voilà, peut-être parce que tout est plus cher. Certainement aussi, la construction, le bâtiment. Aujourd'hui un bâtiment neuf, c'est on estime que c'est à peu près 40% plus cher. Notre matériel, nous, va rentrer sur une dizaine de pourcents dans un bâtiment neuf, une dizaine de pourcents au global du montant. Après, nos produits, nous aussi, sont plus chers, mais la construction complète du bâtiment, la toiture, le génie civil, les bétons, etc., fait qu'aujourd'hui, un projet est certainement à peu près 40% plus cher que ce qu'on connaissait il y a 2 ans ou 2 ans et demi. Donc ce qui est assez important. Après, le frein au développement, mais on l'abordera aussi, il y a aussi aujourd'hui beaucoup de subventions dans le monde agricole et des règles de... Voilà, il vaudrait mieux que nos clients vivent de leur production que d'être subventionnés d'une manière aussi importante. Et puis après, les subventions sont très... alors on évoquera peut-être avec certaines personnes ici, les subventions sont très encadrées. C'est-à-dire qu'actuellement, on a des clients, par exemple, qui ont leurs projets qui sont retardés ou ils ne peuvent pas signer et avancer alors qu'ils ont on va dire, fait toute la partie budgétaire, toute la partie banque, financement, etc. Mais tant qu'ils n'ont pas les accords de subvention, ils ne peuvent pas aller plus loin. Donc ça freine énormément. Alors on va pas, je vais pas vous présenter toute la gamme, on va aller sur les produits principaux. On va parler du confort animal, du confort de l'éleveur. Depuis tout à l'heure, pour certains, ils entendent parler de Cornadis. Je peux comprendre que c'est un mot barbare que vous n'avez jamais entendu. Le Cornadis, c'est ce principe-là. C'est ce que Jourdain a commencé à produire dans les années 60. Mais ça vient de quel mot? Et on n'a pas de l'étymologie. On n'a pas trouvé en fait. Mais l'invention, c'est la famille Jourdain. Ah non. Au tout départ, la famille Jourdain a fait son évolution et sa démultiplication, on va dire. Au départ, historiquement parlant, quand Martial Jourdain, on va passer devant sa maison tout à l'heure, est revenu d'Algérie, ou même avant qu'il parte en Algérie, il ne faut pas que je raconte de bêtises, il avait des demandes d'éleveurs locaux qui étaient
parti en déplacement en Suède et qui avait vu des cornadis pour des vaches laitières. Avec un système que l'on a... Ah non, il n'est pas ici, ils sont de l'autre côté. Et les éleveurs lui demandaient à ce qu'il fabrique. Et puis, bon, je crois qu'il y a un gène dans la famille Jourdain de création et d'envie de créer des choses. Du coup, il a fait ses premiers cornadis. Et puis, c'était au départ pour les laitières. Après, il a eu la demande pour des bêtes à viande. Il l'a fait évoluer pour les bêtes à viande. Et puis, au fur et à mesure, ça a pris de l'ampleur. À une certaine époque, il montait aussi des bâtiments, des hangars. Donc, on lui demandait d'aménager ces hangars. Donc, plus ça allait, plus ça prenait de l'ampleur. Il a fallu qu'il prenne une direction. Donc, il est parti sur l'aménagement des tables, en passant par la fabrication de la brouette, du criba maïs qui avait une époque ses heures de gloire. Et puis ben, là, aujourd'hui, on n'est que sur la concentration du tubulaire d'aménagement des tables. Donc le cornadi, là, on a son évolution. Globalement, il existe 4 modèles en fonction de certaines races. Hein. On va avoir pour des vaches à viande, des vaches à lait et des vaches très encornées, plus un autre un peu plus polyvalent. Donc là, le principe du cornadi, c'est d'avoir un système qui permet par le mouvement de la tête de l'animal, un mouvement de haut en bas, la bête va rentrer par ici. Là, vous imaginez que c'est l'auge, on lui donne à manger. Elle va par appétence venir manger, passer sa tête, l'abaisser. En l'abaissant, elle va appuyer sur ce bras-là qui va l'actionner pour se fermer dans une gorge. C'est tout simple, tout bête. Et là, elle est coincée. Et là, on peut aller... Voilà, donc là, vous allez avoir tous vos animaux d'enfermés. Vous allez pouvoir faire un tri animaux par animaux, c'est-à-dire en déverrouiller une pour l'emmener, pour lui faire des soins ou autre chose. Vous avez la possibilité de verrouiller une seule place, larguer l'intégralité de l'étable et de garder la bête que vous souhaitez. Une bête qui mérite une insémination ou qui a besoin d'un traitement buccal, on va pouvoir la conserver en toute sécurité. Ça aussi, l'intérêt de bloquer les animaux sortis de la traite. Une vache laitière qui sort de la traite, elle va avoir les trayons qui vont être un petit peu meurtris. Ils sont passés sous la machine à traire. À force de pression. Donc on va avoir les orifices du trayon qui sont légèrement ouverts. Ça peut faire rentrer des bactéries à l'intérieur si elles vont se coucher directement. Donc une vache, quand elle sort de la salle de traite, elle va directement manger ou boire. Enfin, déjà boire et après manger. Donc là, on va la prendre, on va lui dire tu vas rester 1 heure au cornadi. Ça permet au sphincter de se refermer pour éviter que l'animal aille se recoucher dans la logette ou dans son air paillé et d'éviter ces infections-là. Une mamite, c'est très très handicapant pour une vache, on peut aller jusqu'à la réforme. Hein. Donc c'est perte de production, c'est une vache qui doit être traite à part, c'est assez compliqué à gérer et ça coûte cher. Donc voilà, donc ça c'est le cornadi. Là on est sur un cornadi type sécurité. Donc ça c'est un produit qui existe depuis 97 chez nous. Le principe il est tout simple. Avant on avait un cornadi qui fonctionnait en s'arrêtant ici. Donc on avait un tube là. On l'a échancré vers le bas. On a mis un axe central pour que si jamais on avait une bête qui venait à tomber, elle ne la retrouverait pas pendue au cornadi, elle se dégagerait vers le bas. Voilà, alors ça paraît tout bête, mais c'est compliqué. Donc ça, là, vous êtes devant le cornadi qu'on va... Ça, c'est la pièce, ça, c'est le modèle. Après, on a des variations en longueur et en nombre de places. C'est le cornadi, c'est le produit qu'on va le plus exporter. C'est le produit où on a le plus de valeur ajoutée chez nous aussi, hein, faut le savoir. Donc ça, vous allez voir, on est hyper automatisé pour la production de tout ça, que ce soit pour le cadre ou pour les bras mobiles. Donc ça, c'est ce qu'on... Vous avez là un petit peu une définition rapide du cornadi, sans rentrer trop dans le détail. Hein. Je sais bien que je ne vais pas vous en vendre, alors je ne vais pas vous embêter avec les arguments commerciaux. Mais alors, dans l'aménagement, oui. Le verrouillage, là, vous le faites une fois que les vaches sont en place? Ah ben non, c'est justement par automatisme. La vache elle-même s'auto-verrouille toute seule. Si elle s'auto-verrouille, elle ne peut plus, si elle tombe après. Oui, mais à partir du moment où vous verrouillez les animaux, vous êtes dans le bâtiment. Ouais. Où vous allez intervenir pour les déverrouiller sous 1 heure. Donc par contre, là où il y a un accident qui pourrait être dramatique, c'est la nuit. Quand il n'y a personne dans le bâtiment. Ouais. Donc là, le système de libre service, alors par contre, il est vraiment dédié que pour la vache laitière.
une vache avec des cornes ou une vache charolaise, elle sortira jamais la tête, enfin charolaise ou limousine ou peu importe, hein, je fasse attention. Je cite toutes les marques. Vous pouvez, elle sortira pas. Donc ça c'est pour l'aménagement, c'est ce qu'on va trouver sur la table d'alimentation. Ce produit-là, on va insister tout particulièrement dans l'usine. Je vais vous montrer toutes les étapes. C'est le seul que je vais détailler parce que sinon, si je dois vous détailler les 5000 références de composants qu'on a, on va y passer quelques jours. Et on voit que vous avez bien amélioré en plastique le bruit. Et oui, parce que en dehors du confort de l'animal, il y a aussi le confort de l'éleveur. Puis du voisin de l'éleveur. Parce oui, que... les voisins aussi. Oui, il y a des procès maintenant. Ça faisait un bordel pas possible, les cornaliers. Et oui, ben, on les a là, on verra l'évolution. Donc oui, on a. Alors, et pour la petite histoire, techniquement, tout ça, c'est des pièces qui sont fabriquées proches de chez nous. C'est Orléans ou Blois. Et tous les gens, tous nos fournisseurs, essentiellement, on va dire, sont proches et travaillent pour l'automobile. Donc on se sert de leur expérience sur des produits automobiles pour les appliquer sur les nôtres. Par exemple, ça, c'est pas un vulgaire caoutchouc qui va se dessécher et craqueler dans le temps. Ça s'apparente, c'est du vrai caoutchouc. Hein. C'est tout un alliage. Après, j'y connais pas. Par contre, c'est la même. Vous allez retrouver à peu près les mêmes composants qu'un cylindre bloc moteur de voiture. Donc on sait qu'un cylindre bloc moteur de voiture, dans le temps, ça perdure. Ça c'est un produit qui va continuellement être en mouvement. On a plutôt choisi une matière qui va s'apparenter au téflon. Le téflon, il est utilisé dans les chemins de roulement industriels, on le retrouve aussi dans l'automobile. Voilà. Après, on a dans les discussions qu'on a depuis ce matin, on a parlé de logette, on a parlé de logement, on a parlé de confort. Là, je voulais vous montrer ça, parce que je sais que vous avez un thème sur le confort animal de temps en temps, et c'est important. Aujourd'hui, jusqu'à quelques temps, les logettes étaient, nous, transformées avec un tube acier noir qu'on galvanise par la suite. Une logette n'était pas pensée, on ne faisait pas des cintres pour n'importe comment. Hein. C'est-à-dire que tous les cintres sont pensés de façon à ce que l'animal se lève et se couche sans avoir à toucher le tube. On soit vraiment sur quelque chose qui guide l'animal. Après, un animal qui va être un peu plus faiblard, il va avoir tendance à se laisser aller, à se laisser tomber et pas se positionner comme il faut. Le principe de la logette, c'est d'une part le confort de l'animal, surtout d'avoir des animaux qui aient le cul aligné pour que les déjections tombent dans le couloir de raclage, pour que la partie couchage soit le plus propre possible, pour éviter une fois de plus cette histoire de mamite que je vous citais tout à l'heure. Donc ça, c'est primordial. Depuis maintenant une quinzaine d'années, on a vu apparaître des gens qui disaient oui, dans les logettes, il y a un inconfort. Oui, il y avait un inconfort sur des logettes qui avaient été montées 15 ans en arrière. Il faut se mettre dans l'idée que les gabarits d'animaux ont pris 20% en 20 ans. Là, aujourd'hui, on a stagné entre 15 et 20. Ah oui, une Holstein, une Friesen, ce qu'on appelait ici, ça avait un gabarit, c'était pas haut, elles ont pris 20 cm largement. Donc on a pris au moins 15% en gabarit. Donc les logettes ne correspondaient plus, donc des gens ont dit les logettes blessent les animaux, sont inconfortables, donc ils sont arrivés avec de la logette plastique. Très bonne idée. Au début on a regardé ça. On l'a regardé, il faut toujours regarder. On a écouté... on s'est aperçu que, bah oui, la logette plastique, ouais, ça blessait pas l'animal. Sans conteste. Ah non, très bien. Par contre, vous aviez une vache qui couchait ici, elle allait empiéter sur la place là-bas. Donc déjà, première chose, il te fallait 2 places de logette pour une vache. Deuxième chose, la vache n'étant pas guidée, on se retrouvait avec une vache qui était couchée complètement de travers. Donc, quand elle bouse, au lieu de bouser ici, elle allait bouser juste sur sa couche. Donc, l'idée de la logette... eh ben, il n'avait plus lieu d'être parce que on se retrouve avec une couche dégueulasse, donc des risques de mamite, donc et du travail pour l'éleveur bien plus important qu'à la base. Donc nous on a essayé un système de logette avec un bas de bas-flanc incliné qui s'appelait la Coflex au tout départ. Au bout de 2-3 ans, peut-être 3 ans, on s'est aperçu qu'on avait une faiblesse
et que les animaux, avec un coup de patte, ils arrivaient à nous démancher la logette. Donc il fallait qu'on trouve un autre système. Mais on voulait quelque chose qui soit confortable pour l'animal, mais qui conserve sa vocation première, c'est-à-dire de gérer son emplacement. Une vache va être embutée ici, ça veut dire je me couche là, je bouse là. À partir du moment où vous avez ça, vous avez tout gagné. Donc il fallait qu'on trouve quelque chose qui soit, qui amène un certain confort à l'animal. Ne serait-ce que par le contact avec l'acier, s'il y en a, pour éviter qu'il soit froid, avoir quelque chose d'un peu plus chaud, et un peu de souplesse. Donc on a essayé pas mal de principes. Tout ce qu'on a trouvé, c'était trop souple, et on n'arrivait pas à ranger l'animal comme il fallait. Donc là, on est arrivé à une logette hybride, donc mi-acier, mi-plastique, où on a mis, alors là j'ai un petit peu mal au dos, donc je ne vais pas le faire, mais on a une légère souplesse, alors qu'il l'a, voilà. On a une légère souplesse. Et non, on est manchonné et on a des trous, ça nous permet de faire un réglage. Voilà. Et alors du coup, là, ici on a cette petite souplesse et on évite ce contact. Et ça c'est important pour le confort de l'animal. On va faire le tour, je vous ai présenté ça, c'était vraiment ce que je voulais voir avant qu'on rentre dans la prod. Après si on veut refaire un tour, moi je suis à votre disposition toute la journée. Vous le passez là, vous pouvez me filmer là, l'allée. Comme ça. Il a été extraordinaire. Oui, mais parce que monsieur était connaisseur. Alors, il vient de se découvrir une vocation. C'est bien, oui. Non, je cherche des stagiaires. Excusez-moi. Ça, voyez-vous, on peut. Il y a des dangers. Quand vous ouvrez une barrière complète de 5 ou de 6 mètres, ça prend énormément de place. Vous avez le risque qu'un animal vienne vous bousculer et avec le bras de levier, vous allez valdinguer avec des risques que l'on connaît. Il y a quand même un peu trop d'accidents. Donc là, on a intégré à l'intérieur d'une barrière un système de portillon. Donc au lieu d'ouvrir la barrière complète, on va rentrer, nous, ou sortir un animal, passer un veau. Après, on l'a en plus fait évoluer, c'est-à-dire qu'on lui a mis un système de réglage ici qui vous permet de limiter plus ou moins l'ouverture pour pouvoir faire passer un veau. Donc le veau, il va pouvoir aller se mettre dans un endroit clos où il va être tranquille, il ne va pas être au contact des mers et il va pouvoir se reposer. Et là, il n'a plus du tout de crosse à l'intérieur qui va traîner dans le fumier. Donc voilà, donc, vous voyez, on est toujours en recherche. Donc ça, c'est une simple option, réversible, réglable, qui permet de laisser passer le veau, mais pas les bêtes adultes. Et ça, c'est pour casser le drap. Moins solide. Je voulais pas être exactement la même chose, moins solide, mais faire carrément un produit plus simple. C'est un peu notre question. Donc ça, c'est pour les petits animaux. Nous sont chèvres et derrière vous. Ladies and gentlemen. Il n'y a plus personne. Alors, je crois qu'on arrive au terme de cette visite. Alors, je fais l'interprète de mes confrères et consoeurs. On est tous très impressionnés par l'entreprise, en fait. Moi, je l'avais déjà vu l'autre fois, mais on ne s'attend pas à trouver toute cette inventivité, toute cette créativité et tout ce succès autour du tubulaire bovin. Et ça, c'est vraiment une réussite remarquable, une réussite aussi régionale, puisque avoir réussi sur plusieurs générations à monter cette entreprise en puissance et en devenir un leader mondial, je trouve que c'est quand même extraordinaire. Et donc je pense, je me fais l'écho, sauf s'il y a quelqu'un qui n'est pas d'accord, mais qu'on est vraiment tous impressionnés par votre réussite
Enfin, moi, à titre personnel, je vous remercie beaucoup pour cette visite très enrichissante d'un monde qu'on ne connaît pas bien, en fait, qui est un monde à la limite entre l'industrie et l'agriculture. Et donc, pour nous qui nous intéressons particulièrement à l'agrofourniture, et en ce moment, on est en train de faire un ouvrage sur l'autonomie française et européenne en agrofourniture. Là, vous nous démontrez qu'une entreprise peut être viable, productive et leader mondial, tout en restant en France. Comme je l'ai dit, dans une zone qui n'est pas spécialement industrielle, où il n'y a pas un port en eau profonde juste à côté. Enfin voilà, donc c'est quand même assez remarquable. Donc voilà, je pense que... Et puis je vais laisser la parole à notre secrétaire perpétuel honoraire, préféré, parce qu'il est un bien meilleur orateur que moi. Mais en tout cas, à titre personnel, je vous remercie beaucoup. Merci. Très bien. Bien, mesdames et messieurs, je voudrais en votre nom à tous remercier les établissements Jourdain de nous avoir consacré cette journée et de nous avoir fait découvrir ce que peut faire le numéro 1 mondial dans ce domaine. Alors, c'est rare qu'on visite un numéro 1 mondial. Je veux dire que ça, c'est un événement pour nous tous. Et on est d'autant plus intéressé que, évidemment, c'est un sujet qui, pour l'Académie de l'agriculture, est fondamental. L'élevage, c'est un des domaines clés de l'Académie. Et c'était très intéressant pour nous de découvrir tout ça. Alors moi, j'ai l'habitude de passer à Pithiviers sur cette route depuis des décennies, notamment quand je m'occupais du domaine de Chambord. J'allais à la chasse tous les vendredis ou presque. Et puis j'avais en tête, Pithiviers, ça me rappelait un gâteau. Puis ça me rappelait mon grand-père Jules. On racontait dans la famille, j'ai jamais compris pourquoi, que pendant la guerre, tous les jours, il allait jouer au billard à Pithiviers. Je ne sais pas pourquoi. Comme ça. Alors, je ne sais pas, il y avait peut-être un club. Il y a un club de billard. C'est vieux, ça. Il y a toujours un. Mais c'est vieux. Alors, donc, maintenant, quand je passerai devant ces vignes, je penserai à vous, bien sûr. Et on a été très impressionnés, comme l'a dit notre ami André Fougeroux, par le développement spectaculaire de votre entreprise, qui est d'une entreprise familiale qui s'occupait qui partait du maréchal Ferrand pour aboutir à cette construction fantastique. Ça prouve votre capacité d'adaptation, d'innovation dans un domaine qui évolue sans cesse. Avec tous les chiffres que vous nous avez donnés, on a été très impressionnés. 160 tonnes d'acier par jour, c'est considérable. Des centaines de robots dans des usines qui couvrent 9 hectares, c'est absolument extraordinaire. Donc, compliment pour tout ça. Et puis évidemment, on aura le plaisir de vous accueillir à l'Académie si vous souhaitez y venir. Notre ami président de l'association des amis de l'Académie va certainement vous recruter. Proposer. Et donc, on souhaite évidemment avoir toujours des liens avec le tissu économique français qui travaille dans le domaine de l'agriculture en particulier. Ça nous paraît très important parce que dans cette académie, il y a beaucoup de scientifiques qui ont fait dans leur carrière des choses absolument extraordinaires, mais on a le souci d'être toujours proche des réalités locales et des réalités économiques, parce que c'est bien ça qui est l'avenir de ces professions, d'autant qu'on est très marqué aussi par la prolifération des normes. En France, il y a des normes pour tout. Et dans le domaine de l'agriculture, ça devient un fléau dans bien des situations. Et donc, on a plaisir à voir que vous travaillez dans le concret pour améliorer à la fois le bien-être animal, d'une certaine façon, et puis le bien-être des agriculteurs. Donc, c'est très important. Et je souhaitais évidemment vous dire qu'on est très sensible à tout ça et qu'on vous en félicite. Donc, merci pour cette bonne journée. Venez nous voir à l'Académie, adhérez à la 4AF. Et puis, on espère que la prochaine fois qu'on viendra, vous aurez encore construit une usine de plus, puisque visiblement, vous en construisez très régulièrement. Voilà. Merci à vous. Très bien, merci à vous.